Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Info. Nous sommes heureux d'être suivis avec un grand nombre d'auditeurs et auditrices de l'autre côté de la mer, notamment au Maroc, notamment dans les pays du Maghreb, suite à cette initiative citoyenne qui est dédiée à ce volet religieux, cette boîte à idées de volets religieux, notamment l'islam de ou en France. Il est temps que l'opinion publique comprend les tenants et les aboutissants de ce dossier, car ça devient un dossier qui est sur la place publique. Il est temps que le citoyen lambda comprend les tenants, les aboutissants de ce dossier. Et notre objectif de cet éclairage, c'est d'éviter l'amalgame et aussi de permettre aux uns, aux autres, d'assumer leur responsabilité, qui est une responsabilité historique, parce qu'il y a des morts, il y a des victimes, il y a des orphelins, il y a des veuves, et notre responsabilité tous, autant que citoyens français, et aussi maghrébins, et notamment le cas pour nous, Marocains, et l'émission Arc-en-Ciel a pris sa charge, sa responsabilité d'éclairage, coûte que ça coûte, parce que c'est un devoir et un devoir citoyen. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Et Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, il est à l'heure de l'islam en et de France, sans tabou. Et dans le cadre de la continuité de notre démarche d'éclairage sur l'état des lieux de l'islam en France et de France. Retour à l'antenne, mesdames et messieurs, et on continue notre débat avec un éclairage inédit, et cette fois-ci avec notre chercheur de l'école pratique de hautes études, islamologue, et aussi chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris CNRSS, spécialiste de l'islam intellectuel et de la vie, de la pensée dans les mondes musulmans, codélogue et porte un grand intérêt à l'histoire du Mus'haf al-Karim. Notre docteur qui nous accompagne dans cette série d'émissions dédiées à clarifier les tenants et les aboutissants d'un dossier épineux, le docteur Karim Ifraq. Docteur, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Donc, un habitué maintenant pour nous, c'est un honneur d'avoir des intellectuels, des académiciens qui nous accompagnent pour nous guider, pour nous donner, pour éclairer sur l'ensemble de ce dossier, tantôt politique, sécuritaire, diplomatique, économique et historique surtout, que les gens comprennent de quoi il s'agit. Votre intervention de ce jour, comme ça a été dit, quelle conscience a la France de l'islam politique et sa compatibilité avec les valeurs de l'islam traditionnel et d'une part, et avec les valeurs de la République de l'autre part. À vous la parole, Dr Karim Ifraq. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, notamment pour cette troisième invitation dans votre émission, qui, je tiens à le dire, est inédite, tant au niveau de sa qualité qu'au niveau de sa forme et qu'au niveau de son fond. J'en profite également pour dire tous mes remerciements au public qui doit nous suivre depuis maintenant 3 semaines et qui certainement va rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'au terme de ce dossier qui se veut dans la continuité. Nous avons eu l'occasion, lors des 2 précédentes rencontres, d'offrir une approche historique de l'islam en France et de France. Ce terme est devenu maintenant légion dans l'émission de Monsieur Abdelatif. Donc c'était une occasion qui a permis de lever le voile sur certains aspects peu connus de l'islam en France, ses mécanismes de développement et d'implantation, mais également sur les différents facteurs qui ont permis à certains de ces acteurs de se hisser
à des niveaux de décision majeurs sans jamais apporter la preuve de leurs compétences et à se forger une légitimité qui demeure, disons-le, soi-disant en passant, aussi fragile et aussi contestable qu'à ses débuts, et qui ne manque pas de provoquer des tensions parfois vives au sein des communautés d'obédience musulmane en France. Cette étape donc passée, nous allons tenter de soulever, entre guillemets, les rochers pour voir ce qui s'y cache dessus, autrement dit, comment ces sédiments se sont constitués, occupant beaucoup de place dans le cas de certains d'eux. En bref, nous allons aborder la question depuis un angle analytique sans langue de bois. L'islam en France, en tant que phénomène religieux et non sociologique, est une chose qui a été provoquée un peu à l'image d'une force en hibernation et qui a été arrachée à son sommeil subitement. Il faut savoir que les primo-communautés immigrées installées en France, et on l'a déjà dit, n'avaient pas pour objectif d'implanter l'islam, encore moins de le propager, et encore moins de le pratiquer tout court. Son souci premier, comme tout un chacun le sait, était de trouver du travail et de vivre dignement, et rien d'autre. Le retour d'une partie d'elle, de cette communauté, dans la pratique religieuse, a été provoqué par inadvertance, sans aucun agenda particulier à l'horizon. La preuve en est que ce basculement dans la pratique religieuse s'est réalisé par le biais du tablir, ce mouvement fondamentaliste bien connu, prosélyte et apolitique d'origine indo-pakistanaise, et qui est arrivé en France vers la fin des années 60, en 1968 pour être précis. Un mouvement qui est sans le moindre rapport avec les racines culturo-religieuses de l'islam maghrébin, africain ou turc. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « Faqidu shay'i la yu'ti ». Je traduis « Ce qui vous fait défaut, vous ne pouvez l'offrir ». J'entends par là que les différents chargés, donc les différentes personnes chargées de cette question à l'époque, n'avaient aucune conscience des angles morts de ce phénomène en gestation. Il est vrai que la chose était toute récente, mais il est vrai également qu'ils devaient, à l'époque, regarder du mauvais côté. À la rigueur, on peut comprendre pourquoi, à peine le tablir était installé en France, pourquoi personne n'a réagi faute de connaissances, mais il est plus difficile de comprendre la passivité qui a accompagné ce mouvement le long de toute une décennie, voire même plus, alors qu'il ouvrait à tour de bras des salles de prière et qu'il devenait de plus en plus important numériquement. Si on délaisse maintenant de côté la question de cet intrus venu de loin, on comprend également mal pourquoi les primo-gestionnaires de ce dossier sont restés inactifs lorsque, aux prémices de l'organisation de l'islam en France, ces représentants légitimes de l'époque furent deux fédérations totalement étrangères à l'histoire, à la culture et à l'idéologie des communautés musulmanes originaires du Maghreb et d'Afrique en majorité. Pourquoi sont-ils restés passifs face à ces deux fédérations, l'UOIF, donc l'Union des organisations islamiques de France, en France, étiquetée, comme chacun le sait, frères musulmans et donc islamistes?
La deuxième fédération, c'est la FNMF, Fédération nationale des musulmans en France, soutenue et financée par la LIM qui est la Ligue internationale mondiale, organisation saoudienne d'obédience salafiste. J'en profite pour dire qu'à cause de cette passivité, le haut du pavé, celui que l'on nomme la minorité active, fut donc composé de salafistes wahhabites et d'islamistes fréristes. Pourtant, le constat est sans appel. La grande majorité des musulmans en France, quand ils ne sont pas pratiquants, ne sont pas affiliés à aucun mouvement, qu'ils soient fondamentalistes, islamistes ou salafistes. Alors, on ne peut que se poser la question, comment se fait-il que des fédérations qui comptent au plus quelques dizaines de milliers de personnes puissent représenter des millions et des millions? À cette question, il est possible d'apporter quelques éléments de réponse. À commencer par dire que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que la gestion du dossier de l'islam en France, et je ne parle pas du côté français, a été confiée à des amateurs quand il ne s'agit pas de certains individus qui ont trahi la confiance de ceux qu'ils sont censés représenter. Des acteurs qui, pour la plupart, n'ont aucune conscience des enjeux en cours, aucune expérience en termes de gestion, de stratégie ou de conduite de projet qui peuvent s'avérer sensibles ou complexes. Résultat des courses, on assiste à une montée galopante des extrémismes et des radicalismes, à une montée galopante de l'islamophobie, car liée au point précédent, et surtout, et c'est là peut-être le plus grave, à une montée galopante d'un islam en France sauvage, c'est-à-dire là où chacun s'arroge le droit de le représenter selon ses convictions, voire selon ses agendas propres. À cause de cette gestion frappée du sceau de l'amateurisme, aucun dossier, depuis les origines, et ce jusqu'à nos jours, n'a pu aboutir ni en termes qualitatifs ni quantitatifs. Je peux, comme ça de mémoire, citer le cas de la formation des imams, le financement des lieux de culte, la formation des aumôniers censés atterrir dans les prisons, les hôpitaux et ailleurs, l'éducation religieuse des enfants musulmans et notamment de la langue arabe, et comme chacun le sait, cette éducation religieuse et de langue arabe se fait dans les mosquées, et bien souvent, on ne sait pas qui est derrière tous ces projets et qui est derrière ces dites associations qui gèrent les mosquées en France. Mais également, l'organisation du Hajj, qui est un dossier, comme chacun le sait, très sensible, parce que tous les ans, on a des remontées d'informations comme quoi les musulmans de France, tantôt ils sont lésés, tantôt ils sont mal accueillis, tantôt ceci, tantôt cela. Mais également, la mise en place de carrés musulmans, et la liste est encore très longue. Pire encore, loin de ces dossiers à la rigueur technique, il y a l'image de l'islam et des musulmans en France qui souffrent de plusieurs stigmates. Et dans ce cadre-là, rien n'est fait pour y remédier. Rares sont les colloques organisés dans ce sens. Et aucun média, entre guillemets musulman, n'est investi efficacement pour combler cette lacune. Hormis, bien évidemment, quelques initiatives individuelles, éparses, et parfois inscrites sous une autorité qui va dans le contresens. La majorité dite silencieuse reste silencieuse. Pourtant, elle est la première concernée et rien n'est fait pour changer les choses.
Par contre, dès qu'il s'agit d'une invitation à Place Beauvau, la queue est à leur langue et les candidats nombreux. Ou lorsqu'il s'agit de questions polémiques à tendance politique, là aussi, des voix s'élèvent, mais non pas pour défendre l'image, le respect et la dignité des musulmans, mais plutôt pour faire parler de soi et d'attirer un maximum de naïfs à rejoindre son propre camp et à se fabriquer une image et un nom. Sans gêne aucune, il est possible de dire que le dossier de l'islam en France n'a pas bougé d'un iota, alors que les cheveux et la barbe de ceux qui se disent le représenter ont blanchi. Reste enfin une question à analyser. L'islam en France, devenu Islam de France depuis que M. Chevènement a annoncé que le nombre de citoyens français de confession musulmane a dépassé les 2 millions. C'était vers la fin des années 99, des années 90. Depuis cette date, en changeant de nationalité, l'islam est devenu un enjeu électoral majeur que M. Sarkozy a su exploiter avec succès. En attisant la question musulmane en France, M. Sarkozy, en même temps qu'il titillait gentiment la communauté musulmane, draguait délicatement le Front National avec à dessein de s'approprier ces voix beaucoup plus nombreuses que les voix musulmanes et naturellement acquises à la cause nationaliste. Face à cette instrumentalisation politique sur fond de campagne médiatique intensive, on peut que se demander que font nos champions bombardés au rang de représentants de l'islam en France. N'est-ce pas là, à votre avis, un dossier important sur lequel ils devraient se pencher d'urgence et de façon pérenne? Justement, c'est Karim, hein, parce qu'avec cette phrase-là que vous venez de citer, c'est un petit peu aussi la conclusion de M. Godard, puisqu'elle a parlé comme quoi l'islam de France, et malheureusement jusqu'à maintenant, il est représenté par des gens qui n'ont rien à voir avec les musulmans de France. C'est des parachutés, comme il a sorti, il y a d'autres termes, hein, donc je ne vais pas redire la même chose. Mais en tout cas, il y a un réel vide de la présence des musulmans de France dans ce débat tantôt politique et tantôt aussi qu'il faut pas l'oublier, tantôt culturel. Oui, on est bien d'accord, Et pour répondre à cette question, on peut la prendre d'un angle un peu différent, en disant que l'islam politique fondamentaliste, salafiste, sans parler de l'islam djihadiste, tous ces composantes ont investi la place sous la barbe de ceux supposés représenter ces communautés d'origine, protéger ses remparts et faire rayonner son image. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui vous fait défaut, vous ne pouvez l'offrir, ce qui pose donc dans le fond la question urgente, à savoir qu'il est grand temps de travailler à faire changer les choses avant qu'elles ne deviennent totalement insolubles, impossibles à solutionner. Il est évident qu'il va arriver un temps, si rien n'est fait, que certains de nos jeunes, habités par de vieux démons, ne se laissent aller à commettre l'impensable, bien que certains d'entre eux ont déjà commencé malheureusement. Il arrivera donc un temps où ces jeunes gens ne se reconnaîtront plus ni dans l'islam des anciens, ni dans celui de la République. Exactement.
Exactement, dans exactement, docteur. Il me reste quelques minutes pour la flash info et après il y a notre ami Monsieur Abdelatif Msiber qui va parler de ce concret, de ce réel, de ce terrain. Et aujourd'hui, on évoquera avec lui les centres islamiques marocains parce que l'émission il est dédiée aussi au Maroc. Et avec lui, on parlera de la mosquée, la grande mosquée de Saint-Étienne. Je souhaite vous proposer cette pose d'un homme qui parle avec son cœur et qui a tout un sens. الحرب ضحاياها البسطاء والجوع ضحاياه البسطاء والتاج ضحاياه البسطاء والحب ضحاياه البسطاء من أنتم لولا البسطاء كان رسول الله بسيطا وزعيما فوق الزعماء من أنتم لولا البسطاء نحن الأصوات الرنانة بالحب ونحن الأصداء من أنتم لولا البسطاء نحن الأرض ونحن الحرث ونحن الزرع ونحن الماء من أنتم لولا البسطاء حفنة أسماء جوفاء أشياء تخلف أشياء أعباء تنجب أعباء وغباء في ظل غباء من أنتم لولا البسطاء نحن البسطاء. Et dans ce sens, نحن البسطاء, nous veillerons avec tous les moyens que nous pouvons avoir pour que nos droits et surtout que notre destin ne se fait pas manipuler par qui que ce soit, parce que c'est nos enfants qui sont en jeu, c'est la paix sociale qui est en jeu, et aussi, surtout, l'image de cette religion qui rayonne dans le monde soit pas affectée par ces incivilités, ces démarches qui n'ont rien à voir avec l'islam. Monsieur Sabri, si vous me permettez juste une dernière phrase. Je vous prie. Et je cède la parole à notre ami. Je vous prie. Elle me reste 3 minutes. Allez-y. Très bien. Je vais pas prendre les 3 minutes, mais je dirais juste cette petite phrase en termes de conclusion. C'est que le long de ces 3 semaines où nous avons passé en revue un peu l'historique de la France et qu'aujourd'hui on s'est penché sur, avec une approche un peu analytique de la question, qui n'est pas exhaustive bien évidemment, mais qui essaie d'éclairer le public au mieux, et je pense que notre public est assez intelligent pour savoir lire entre les lignes et entre les mots. Je dirais cette phrase en termes de conclusion, c'est que, à la lumière de ce qu'on a vu depuis le début, il faut savoir une chose, qu'il faut jamais perdre de vue, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur déjà commise, c'est-à-dire traiter ce dossier au coup par coup, et non dans le cadre d'une stratégie de longue durée. Car dans tout ça, aujourd'hui, il y a une question qui reste, qui demeure, qui devient nodale, à savoir quelle image, quel esprit et quel corps aura l'islam de France ou en France d'ici les 30 prochaines années. Et à bon entendeur, salut. Voilà. Merci beaucoup, M. Sabri. Merci, c'est Karim. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Et avec grand plaisir. On continuera le débat avec d'autres intervenants de haut niveau pour permettre à l'opinion publique de comprendre les enjeux de ce dossier qui est un dossier très, 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 très épineux. À très bientôt, c'est Karim. Beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.
Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.